Salut tout le monde et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Aujourd'hui, je suis avec Alex. Salut tout le monde. Et petite vidéo un peu spéciale, vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve donc pour la critique de Captain Marvel, tout fraîchement sorti ce mercredi 6 mars. En effet, c'est le 21e film de Marvel Studios, donc du Marvel Cinematic Universe. On va faire une petite partie du coup sans spoiler, on va juste parler de nos avis respectifs et un peu du synopsis qu'on a pensé des certains faits du film. Puis bien sûr on va rentrer dans les spoilers, on va rentrer dans plusieurs détails du film avec des easter eggs qu'on aura repérés et d'autres choses sur lesquelles on veut revenir. Du coup on va commencer la partie sans spoiler. Si t'as un petit avis à donner Antoine, d'avoir le synopsis. Alors tout d'abord, Captain Marvel, qu'est-ce que c'est? C'est donc l'origin story de Carol Danvers. Le film se déroule donc dans les années 90, plus exactement entre 1989 et 1995. On y poursuit donc la jeune et talentueuse Verse, qui agit donc pour le bien des Kree au sein de la Star Force, et petit à petit elle va en apprendre plus sur elle-même, sur son passé, mais aussi sur ses origines en tant que super-héroïne. Alors Captain Marvel, qu'est-ce que j'en ai pensé? Vous le savez, je pense, c'est que je n'aime pas dans les comics Carol Danvers, c'est pas un personnage que j'apprécie, outre certaines runs qui pouvaient être intéressantes. Là dans le film, pour moi c'est un grand oui. Oui, c'est la première super-héroïne qui a son film dans le MCU, donc c'était déjà une grosse attente pour moi, parce que j'attendais de voir comment Marvel allait un peu s'en sortir avec ça. Et ben, même en y repensant, parce que je l'ai vu hier, à l'heure où on tourne la vidéo, même en y repensant un jour après, je n'arrive pas à me dire j'ai pas aimé telle partie. C'est pour moi une des origin story les plus abouties depuis Iron Man et Doctor Strange, même si bon, il faut avouer que Doctor Strange, plus je le revois et plus le film me lasse, mais ça reste quand même une bonne origin story pour le personnage. Mais c'est vraiment surprenant, parce que beaucoup annonçaient le film comme étant un four, la première grosse erreur du MCU, et pas du tout. Marvel continue de monter en flèche. Après le petit aparté Ant-Man and the Wasp qui en a des plus certains, dans la continuité d'Infinity War, entre guillemets, parce que c'est un préquel, Marvel continue sur la lancée. Franchement, c'était génial, non? Vraiment, j'ai rien à redire sur ce sujet-là. Je vais parler pour moi, hein, mais j'avais plus peur au niveau des effets. C'est quelque chose qui m'intriguait pas mal, parce que dans certains spots, même trailers, on avait l'impression que c'était pas très abouti. Et tout le long du film, il n'y a pas de gros moments bien gênants, un peu comme on avait eu dans Black Panther, au troisième acte. Tout est bien mené. On y reviendra plus dans la partie spoiler quand on décrira certaines scènes qui nous ont marqué, mais vraiment, il n'y a rien pour moi à jeter pour l'instant. J'attends de le revoir peut-être plus tard. Je pense que j'irai me le remater au ciné, parce que bon, j'ai vraiment passé un bon moment. Le côté vraiment années 90 est très bien maîtrisé, je trouve. Il y a certaines scènes d'ailleurs qui montrent vraiment que la technologie à l'époque était pas ouf. On y reviendra bien évidemment tout à l'heure. Mais sinon, dans l'ensemble, foncez le voir si vous venez juste écouter la partie no spoil. Foncez vraiment avant de continuer la vidéo, parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose en fait. Bah alors tout d'abord je tiens à dire que la scène d'intro du logo Marvel Studios c'est la meilleure qu'on ait vue. Donc déjà sur ça je dis chapeau. Ensuite bah, c'était un film que j'attendais pas énormément. Bon ces dernières semaines j'étais un peu plus hypé puisque justement ça arrivait très prochainement. Mais je trouve que le film est vraiment réussi. Il avait pour but de présenter Captain Marvel et l'introduire justement dans l'MCU. Et c'est très bien exécuté je trouve. On a un personnage de Carol Danvers qui est très attachant, qui est très bien joué par Brie Larson. Je trouve qu'on arrive vraiment à la prendre au sérieux dans son rôle. C'est la première fois qu'on la voit justement en tant que Captain Marvel et je pense qu'elle a encore un peu de boulot quand même, mais déjà c'est une très bonne première prestation. Et ensuite, bah, je vais pas trop me répéter sur ce que t'as dit, quoi. Je suis quasiment d'accord un peu avec tout, quoi. Je trouve que le film est vraiment cool. Peut-être que j'irai le revoir aussi. Concernant justement cette introduction dans l'MCU, je trouve que c'est pas un film très important pour la continuité si on suit justement, si on suit tous les films du MCU. Mais il y a pas mal d'easter eggs que j'ai trouvé par rapport à certains faits qui se sont passés juste après Captain Marvel le film et qu'on a vu dans d'anciens films. Et justement pour Avengers Endgame, ça sera un personnage très important, donc je trouve que c'est quand même un film assez important à voir. Concernant la bande son, j'ai trouvé un moment qui était plutôt cool, donc je crois que c'est le thème principal de Captain Marvel, faudra que je vérifie, puisque la bande son n'est pas sortie encore. Mais bon, elle est pas remarquable non plus comme une bande son d'Avengers, mais elle est plutôt cool je trouve. Et sur les effets spéciaux, comme t'as dit, oui c'est plutôt bien géré. Hein. Perso de ce côté-là, j'avais pas trop de soucis à me faire. Donc bon, voilà. Petit détail en plus, j'ai eu la chance donc de voir le film en IMAX 3D, et c'était ma première vraie expérience en IMAX 3D. J'avais juste vu
un film en IMAX avant, j'étais bluffé, mais là j'en attendais beaucoup parce que c'est pas une 3D standard et faut savoir que les films généralement en 3D basique, bon, c'est pas ouf, c'est un effet rapide et ça vaut pas trop le coup, mais là, outre les lunettes qui sont juste énormes, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que ça, on sent que le film a été pensé à la fois pour qu'il y ait vraiment du volume et du relief qui soit fait au niveau de certains effets, et aussi pour que la colorimétrie colle bien à la grandeur de l'écran. Un écran IMAX, c'est géant. Donc si vous avez la possibilité de voir le film sous ces conditions-là, les places malheureusement coûtent quand même assez cher pour l'instant, parce que c'est très peu répandu en France. Mais c'est une petite expérience en plus, ça vaut le coup. Bon, petit bémol, il n'y avait pas d'IMAX VO, donc j'ai dû le voir en VF. Mais moi qui suis vraiment un, un fanatique de la VO absolue, je ne veux que ça. Ça m'a pas plus dérangé, ça m'a pas sorti vraiment de l'histoire, parce que je trouve que les voix collent bien. Bon, celle de Nick Fury, je la connaissais avant, mais celle de Brie Larson, enfin la doubleuse de Brie Larson, pardon, remplit vraiment le job. Et pour revenir sur notre nouvelle Captain, j'ai vraiment pas de souci à me faire pour la suite du MCU, le post-endgame. Je pense qu'elle a vraiment les épaules pour tenir le lead role des Avengers. Peut-être vraiment avoir un groupe d'Avengers qui ont un vrai leader, parce que jusqu'ici on dit souvent Captain America, mais c'est à moitié avec Tony Stark. On n'avait pas vraiment de leader réel, donc elle, pour moi, elle ferait complètement le job, et j'avais quelques réserves concernant le jeu de Brie Larson ou autre, et tout ça dès les 15 premières minutes, j'étais convaincu en fait, parce elle embrase tellement bien le rôle que je pense que c'est une des meilleures interprétations de personnages de comics que j'ai vu, qui m'a bluffé autant. Pourtant, Dieu sait que ces dernières années, on en a vu. Mais là c'est assez surprenant. Et du coup, pour terminer sur cette partie non spoil, on va parler vite fait des relations avec les personnages. Donc déjà, la relation Nick Fury et Captain Marvel, je l'ai trouvée très intéressante. Donc on voyait déjà dans les trailers avec les promos aussi, en dehors du film, on avait vu qu'il y avait une certaine alchimie entre les deux acteurs et ça se retrouve dans le film. Ça change vraiment en fait de voir un Nick Fury qui est très, très amusant en fait. Parfois un peu malgré lui, et de le voir s'attacher à quelqu'un et de vivre une aventure qui pour l'époque était hors du commun, hein. Le seul truc surprenant qui se passait dans le monde tel que le connaissait avant, c'était Captain America, et encore pour certains c'était plus une légende qu'autre chose. Donc là, un être cosmique qui arrive étonnamment, non, je trouve que l'alchimie, comme tu l'as dit, est très très bien. Et en parlant d'alchimie, hop, petite transition, celle avec Maria Rambeau et donc sa fille Monica envers Carol, je trouve que très bien amené aussi. Je suis très content qu'on n'ait pas un film de super-héros, surtout un film de super-héros centré sur un personnage féminin avec un love interest qui soit inintéressant. Là, on a vraiment une bromance entre les deux qui est très touchante, vraiment. Et j'ai beaucoup apprécié. Même j'aurais aimé peut-être un peu plus de scènes d'intimité entre les trois, parce que je compte la fille avec elle. J'aurais peut-être aimé en voir un peu plus, mais sinon c'était top, franchement. Il y a eu une écriture au niveau des personnages qui est très humaine en fait. J'ai l'impression que c'est ce qui se fait un peu de plus en plus en interne chez Marvel, c'est que même si on a même si on a des personnages qui viennent de galaxies différentes, etc., il y a une écriture qui reste très humaine et assez profonde. Alors forcément, on rentre pas non plus forcément, ça reste un film de divertissement, mais ça reste très bien produit, je trouve. Ouais, voilà, comme t'as dit, la relation avec la fille et Maria, du coup, est très bien amenée, je trouve. Après, voilà, c'est tout ce qu'on peut parler, je pense, sans spoiler. Juste un petit dernier truc aussi, c'est Nick Fury, son rajeunissement. C'est quand même assez bluffant de voir ce qu'ils arrivent à faire maintenant. On l'avait déjà vu avec les anciens films, du coup. Ils avaient utilisé justement ça avec Tony Stark quand il avait rajeuni, ou encore Hank Pym dans Ant-Man 1 et 2. Mais du coup, ouais. Non, ils maîtrisent de plus en plus la technologie. On en avait aussi un peu vu dans Star Wars, et on voit vraiment que Disney, au niveau je trouve, de la CGI, de la VFX, c'est quand même les pionniers un peu pour le cinéma. C'est ça, oui. Du coup, voilà, c'est tout ce qu'on a à peu près à dire sur la partie non-spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, on vous conseille d'aller le voir. Je pense que c'est vraiment immanquable avant Avengers Endgame. Ça nous introduit parfaitement le personnage. Oh oui. Et surtout la scène post-crédit du sang qui est totalement prise de Endgame. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler déjà, donc c'est un bon conseil. Sans transition, c'est la partie spoiler. Du coup, en termes de spoiler, on va quand même aller un peu plus dans le vif du sujet. Je tiens à revenir sur quelque chose qui m'a assez marqué, que j'ai évoqué en première partie.
c'est l'utilisation un peu des années 90. Certains journalistes le reprochaient comme quoi c'était un bon fond pour le film mais trop peu utilisé. Je trouve qu'au contraire pour un film cosmique, normalement, ça s'en sort plutôt bien, notamment à un moment je me souviens où elle est dans un genre de cybercafé où elle galère à utiliser un ordinateur, qu'au final elle sort une vieille carte routière. C'est c'est assez marrant parce qu'à un moment elle se fait déconnecter de l'ordi, donc c'est une petite scène un peu comique, sans rentrer non plus dans le hilarant comme on peut le voir dans Thor Ragnarok ou dans des Ant-Man. C'est des petites vannes parfois qui sont lâchées, enfin des petites répliques plutôt, qui font sourire ou même rire. Moi je sais dans la salle il y en a eu pas mal qui ont rigolé à certains moments. Mais bref, pour revenir sur cet aspect du coup années 90, il y a aussi le moment où ils écoutent la boîte noire qui était donc sur l'avion que pilotait Carol, où ça met genre un petit moment avant que le fichier se lance. Et je trouve c'est bien, on peut pas dire vraiment un easter egg, mais ça replonge vraiment le film dans le contexte années 90 où, bon, pour charger ton CD-ROM, fallait attendre 10 plombes. Du coup, c'est assez sympa d'avoir utilisé ça. Après, c'est pas présent tout le film. Il y a certaines restrictions, certes, qui sont faites, notamment au niveau des vaisseaux de Pegasus, parce que le Shield n'avait pas de vaisseau encore à l'époque. Les vaisseaux de Pegasus qui sont améliorés par les Skrulls. Non, pour revenir sur ce fond vraiment 90s, très bien exploité, rien à dire là-dessus. Bah du coup pour revenir sur les Skrulls, bon je pense que cette réitération des personnages va gêner pas mal de personnes, puisque pour les connaisseurs du coup les Skrulls dans les comics c'est principalement des ennemis du coup des persos Marvel. Et ouais, au début j'étais un peu en mode qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas possible, à la fin il va y avoir un retournement de veste ou quoi, genre Talos il est en train d'embrouiller Captain Marvel. Tu sais que je l'ai attendu ça, hein, vraiment jusqu'à la toute fin, et je pensais vraiment. Bah ouais mais ils sont allés jusqu'au bout sur justement le fait que bah, les Skrulls ils veulent juste sauver leur race quoi en fait, ils veulent pas vraiment tuer tout le monde. Du moins à l'époque, on y reviendra un peu plus dans le théorie crafting plus tard, mais oui, ils sont pas une menace, ils cherchent juste à vivre en paix. Ils sont même plutôt attachants en plus je trouve. Ouais, Talos, moi, déjà, même au début du film, quand tu penses qu'il est méchant, je trouve qu'il jette vraiment quelque chose. Et Ben Mendelsohn gère vraiment le personnage, je trouve, à la perfection. Vraiment ce petit plot twist où, bon, on s'attendait un peu à ce qu'elle comprenne que les cris sont pas tout blancs non plus, mais qui est un peu ce balancement de l'autre côté, je trouve ça vraiment intéressant. Et concernant aussi le Skrull ingénieur du coup de l'équipe, il y avait pas mal de moments drôles justement avec lui, et ça marchait bien je trouve. Et puis d'ailleurs, même leur côté métamorphe, en fait, quand ils se transforment, c'est vachement bien réussi, c'est assez dégueulasse quand même, c'est un peu dégoûtant au début. Bah, c'est tellement bien fait qu'on on dirait que c'est réel en fait. Ouais, c'est ça. Puis bon, en parlant des scrolls aussi, il y a leur grosse menace entre guillemets. Non, une menace un peu minime, c'est le coup du Flerken. Bon, ça avait été annoncé par Samuel L. Jackson que Goose était donc une race de Flerken. Et dans le film, ça arrive assez tard, dans le dernier acte, mais c'est amené de manière drôle en fait. Je crois que c'est quand Fury se bat contre des soldats Kree, où il lâche ses grosses langues, là il les bouffe tous. C'est pas mal. Et puis là aussi, c'est encore bien fait. Tout le film on a la tension de ça. Ouais, puisque en fait, quand on sait ça, forcément, on a envie de le voir en action. Donc je pense pour le spectateur qui connaît pas trop, qui est pas informé à ce sujet-là, je pense que ça doit être surprenant. Bon, c'est un peu dommage puisque nous, on est vraiment à fond dans Marvel, donc il y a beaucoup de surprises qui peuvent nous être gâchées, notamment celle-là. Bon, c'est pas une surprise majeure, mais tout de même. Bon, ça rajoute un petit truc. Oui, voilà, c'est un petit quelque chose. Puis Goose qui joue quand même un rôle assez important, c'est vite dit, puisque c'est lui en fait qui avale le Tesseract et qui fera en sorte de le remettre à Fury dans la seconde scène post-générique. Mais du coup ça amène à deux sujets, parce que déjà, premièrement, Nick Fury qui perd son œil. Bon, moi j'avais pas trouvé ça incroyablement bien amené. C'est vraiment emmené vif, genre il se fait couper et hop, on en reparle plus limite, c'est ça la fin du film qu'on voit qu'il change justement, qui veut se trouver un œil dans une boîte que Coulson lui emmène. Donc j'ai pas trouvé ça incroyablement bien amené, mais ça passe. Et concernant justement le Tesseract, je sais plus la chronologie justement de où il était passé, mais je sais pas s'il y a pas une incohérence aussi dedans. Bah, c'est la question un peu que je me posais, c'est parce qu'à la fin de Captain America First Avenger, donc le tout premier, normalement il tombe dans la mer, je sais plus si c'est en Antarctique ou machin, bref. Il a disparu, emporté. Howard Stark arrive pas à le retrouver. Il avait pas récupéré Howard Stark, il me semble qu'il avait récupéré. Ah oui, non, c'est Captain qu'ils ont pas retrouvé, oui, exact. Et voilà. Mais justement, vu qu'il travaille pour Pegasus, il aurait pu lui passer à Captain Marvel. Enfin, à Marvel. Dr. Lawson. Voilà, Dr. Lawson.
Donc Annette Bening qui incarne l'intelligence suprême et Marvel. Pas vraiment en fait, du coup, c'est pas. Oui, entre guillemets, puisque dans le film ils expliquent que alors, l'intelligence suprême ou la suprême intelligence, je sais plus. C'est pareil. Bref, oui, ça revient au même. En fait, ça prend la forme d'une personne qui nous a marqué, un peu comme c'est un rapprochement très rapide, mais un peu comme les Patronus chez Harry Potter, c'est un peu ce délire-là. C'est un peu un animal totem, c'est un peu ça. Mais du coup, ça, Annette Bening joue les deux rôles en soi. Tous ceux qui pensaient comme moi que Jude Law allait incarner Marvel, bah non, c'est Ian Rogue. Qui d'ailleurs, pour un méchant, je trouve c'est bien amené, même si on s'y attend. Enfin, il y a quelques moments qui m'ont quand même surpris, notamment le fait que ce soit lui au final qui attaque directement Carol quand elle tombe du vaisseau avec Marvel justement. Je crois que j'ai dû le voir dans un trailer, mais ça m'a pas plus marqué. Et là, j'étais en mode ah le bâtard. C'est bon, on s'attend à ce qu'il soit méchant. Et au final, même ça surprend pas la façon dont les actes s'enchaînent. Et d'ailleurs, Carol qui fait preuve vraiment d'humanisme, puisqu'elle ne le tue pas, elle lui met quand même bien cher, mais elle le renvoie sur la planète des crues, je crois que c'est Allah. Oui. Allah, voilà. Elle le renvoie sur Allah et avec plus de honte que de gloire, parce qu'il aura pas ramené Carol et en plus il aura pas non plus récupéré le Tesseract. Et du coup, vu qu'elle le ramène sur Allah, ça nous amène peut-être à une suite de Captain Marvel dans le passé encore une fois. Parce qu'on n'a pas vraiment en fait, on va y revenir aussi je pense, mais on n'a pas eu justement De réelle explication. sur ce qu'elle a fait du coup pendant ces 20 dernières années, 20-30 dernières années. Donc peut-être qu'on aura des suites qui se passeront avant. On a aussi Ronan qui revient, qui à la toute fin dit je vais m'occuper d'elle en mode je vais la récupérer, on va voir. Ce qui pourrait aussi amener à voir justement le passage de Ronan et Korath dans le côté mercenaire, qu'on n'a pas eu dans le film justement. C'est ce qui semble logique, qu'ils reviennent encore une fois dans le passé. Moi j'avoue que ça m'amuserait plus à la longue, parce que j'aimerais vraiment que le MCU aille de l'avant, et à chaque fois des films qui se passent avant machin, avant, c'est plus usant. Là forcément pour le film c'était nécessaire, mais si à l'avenir il recommence, je sais, je sais pas comment il pourrait se dépatouiller avec ça. Faudrait vraiment bien gérer son coup, mais ça ferait un peu du Reddit encore une fois. Ouais, mais du coup ça mettra en suspens du coup tous ces persos qu'on verrait plus jamais. Peut-être qu'il pourrait nous mettre Ronan et Korath dans un film Nova. Ouais. Qui sait, pour moi c'est plausible aussi. Mais bon, ça je. Peut-être pas tout de suite d'ailleurs. Et d'ailleurs, en parlant de ces personnages, Korath qu'on voit quand même assez souvent dans le film, qui bon, forcément c'est pas un personnage principal, mais il a sa petite place. On comprend tout de même qu'après l'échec de Young Rogue, il puisse plus se tourner vers Ronan qui incarne plus la force Kree et la puissance Kree qu'autre chose. C'est Young Rogue du coup il est défait, donc il passe plus pour un lâche et un faible qu'autre chose. Du coup on continue un peu avec Young Rogue puisque c'est un personnage qui est essentiel du moins à la création de Captain Marvel, puisque c'est entre guillemets de sa faute si elle a eu ses pouvoirs. Alors je sais pas comment ils appellent ça en VO, mais en VF du moins c'était une batterie supraluminique, je crois. Ah oui, c'est un mot hyper compliqué. Un je me noyau rappelle plus supraluminique. du tout. Ouais, c'est vraiment un truc. Les mecs, on sent déjà qu'ils ils nous regardent un peu de haut en mode on sait ce qu'on fait. Donc elle tire sur le noyau supraluminique que Marvel voulait cacher au Kree pour éviter qu'il décime les Skrulls justement. Et c'est à partir de ce moment-là que Carol va aspirer donc le pouvoir de ce noyau et donc avoir des jets de photons, machin et tout. Donc il agit un peu comme vraiment si c'était lui qui lui avait transmis ses pouvoirs, ce qui est pas faux étant donné que c'est son sang qui coule dans les veines de Carol. Mais bon, d'un autre côté, le noyau il y est pour beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est marrant aussi, c'est parce qu'à la toute fin, quand on voit Fury et Carol qui font la vaisselle, elle le reprend sur la façon de dire Marvel, puisque lui il dit Marvel, et elle le reprend et fait non c'est Marvel. Et au moins ça justifie ça, et ça m'a un peu fait penser à, dans le jeu Spider-Man sur PS4, quand il précise bien que Spider-Man c'est Spider-Man, parce que les gens ont un peu tendance à oublier. Donc c'est tout gentillet, mais ça fait une petite piqûre de rappel pour ceux qui n'auraient pas compris. Et pour revenir aussi une dernière fois sur les Skrulls, donc on a eu durant le film, donc plutôt vers la moitié du début,
Donc on a les cris du coup qui peuvent permettre de savoir si c'est un Skrull ou pas en se donnant un code. Donc on voit que le code est vite useless vu que les personnages de Skrull arrivent à trouver les codes, donc je sais plus comment c'est dit dans le film. Bah, pour ce qui est de Talos, en fait, c'est lui qui incarne le cri qu'ils doivent retrouver sur la planète. Comment c'est Fora. Ah mais du coup c'est pas dit comment il a eu le code du personnage de base. Bah, je pense que. Je m'en souviens plus, mais je pense qu'il était infiltré vraiment dès le début, depuis longtemps, donc. Ouais, et du coup on a Talos aussi qui parle avec Fury justement dans l'ascenseur quand ils vont pour arrêter Captain Marvel. Et il lui parle. On a une scène juste avant où Nick Fury dit tout le monde m'appelle Fury, personne ne m'appelle Nicolas, tout ça. Et après, juste après, on a le directeur qui l'appelle Nicolas, donc déjà ça nous fait tilt, c'est assez drôle la scène. Et il va parler d'un nom de code, donc je sais plus c'était quoi, c'est Havana. En gros, c'était une mission à la Havane. Ouais, voilà. Du coup, que Fury avait dit qu'ils avaient une mission à la Havane, mais que c'était faux, c'était totalement faux. Et justement, ça va être repris dans la fin du film, quand les Skrulls sont pris en otage par les Kree. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien amené, ça. Et on peut parler aussi de la délivrance de Captain Marvel à toute fin du film. Activer le mode binary, si t'as des trucs à dire dessus. Bah, c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit bon ben Thanos il est mort en fait. Là c'est très mal barré pour lui d'essayer de faire quelque chose. Elle va juste le démonter. Non mais même c'est bien fait, mais ça montre vraiment la puissance du personnage. Et encore, je pense que dans l'état actuel, elle se lâche, mais une fois qu'elle aura un peu plus appris à maîtriser ses pouvoirs, elle va être monstrueuse. Ça va être compliqué en fait de trouver un personnage qui est égal à elle en termes de puissance. Après bon, elle est un peu naïve, donc il y a d'autres faits qui font qu'elle puisse éventuellement se faire avoir. En termes de puissance, pour l'égaler c'est chaud. Hein. Bah oui, on voit vraiment qu'elle découvre ses pouvoirs, c'est un peu comme dans Iron Man 1 quand il se met à tirer dans les vitres un peu de partout, tout ça. Bah elle a fait pareil, sauf avec des cris, quoi. Elle s'amuse, elle s'entraîne avec eux. On voit vraiment qu'elle est largement supérieure à eux, c'est ça qui est, c'est ouf quand on sait que les cris sont déjà assez puissants de base. Quand on voit justement Nick Fury se battre avec Talos, on voit qu'il se fait démonter. Et les Skrulls sont assez faibles par rapport aux cris, on voit justement. Donc ouais, la scène est plutôt bien amenée en plus quand on voit justement elle parle avec la suprême intelligence. Et on a toutes les scènes de flashback qui lui reviennent en tête, où à chaque fois elle est tombée par terre mais elle se relève. Ça. C'est un peu le côté féministe du film, et je trouve que c'est bien fait. Ah pour le coup ça se veut vraiment féministe. Hein. Et c'est pas plus mal. Ah bah oui, non mais d'un côté tant mieux, parce que dans la société dans laquelle on a besoin je pense de films comme ça, et pas de films qui justifient le féministe... et pas de films qui justifient le féminisme juste parce que c'est un personnage féminin en tête d'affiche. Donc non, très très bien, c'est une femme forte, elle le montre, et elle en a rien à faire de ce que pensent les autres. Bah elle dit clairement, hein, à la fin du film, je n'ai pas de compte à vous rendre, je crois, elle dit. Ouais voilà, c'est ça. Donc ouais, c'est un perso vraiment badass, et quand on voit qu'elle tout seule détruit tout le navire Kree, ça nous rappelle un peu Thor dans Infinity War, on se dit, bah elle est clairement à son niveau, quoi, même voire meilleur, je pense. Bah je pense qu'à mon avis, avec les 20 années qui nous mènent à Endgame, elle a su maîtriser quand même pas mal ses pouvoirs, et ça va faire mal. Bah c'est ça qui est dingue, on se dit que pendant 20 ans elle a pu travailler justement. Parce que du coup, à la fin du film, elle quitte la Terre, donc Monica et Maria Rambeau, pour aider les Skrulls à trouver un foyer. D'ailleurs, petit moment théorie, les Skrulls sont gentils dans le film, étonnamment. Comment ils pourraient devenir méchants? On en a parlé en off justement hier après le film. J'ai pensé à quelque chose qui serait logique entre guillemets, c'est le fait que après le snap de Thanos, la moitié des Skrulls forcément disparaît. Et comme c'est entre guillemets un peu de la faute des Avengers et de la faute de Carol parce qu'elle a pas su ou pu intervenir, les Skrulls pensent qu'elle va retourner sa veste contre eux et ils vont probablement décider de se venger d'une manière ou d'une autre. Bon, si la moitié des Skrulls réapparaissent après Endgame, c'est un peu démonté, mais sait-on jamais, je pense que ça tient le coup. Après, j'ai pas écrit le truc de A à Z, mais dans les grandes lignes, je pense que ce serait plutôt logique. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais bah ça me paraît bien, sauf si justement les persos reviennent après Endgame, donc là ça serait un peu galère d'amener le truc, mais ouais. Je pense vraiment pas qu'ils vont rester comme ça les Skrulls. On a eu Kevin Feige qui avait dit dans un interview que ça plantait des graines pour le futur. C'est obligé, on va les revoir, et je pense pas qu'ils vont revenir en mode salut, on va faire des jeux d'arcade et on est juste là pour faire la présentation. Je pense ils ont encore des trucs à amener, et je leur fais confiance sur ça.
Et du coup aussi par rapport à la fille de Maria, donc Monica qu'on voit dans le film, c'est intéressant de savoir qu'on la verra du coup 20 ans, voire 30 ans plus tard, et que dans les comics, il me semble que c'est un personnage qui a des pouvoirs, donc je me rappelle plus exactement. Du coup ça peut être intéressant justement de revoir Captain Marvel avec la fille de sa meilleure amie. Du coup, en parlant de Monica, justement, c'est elle qui va nous amener la fameuse tenue iconique de Captain Marvel. Puisqu'en fait, Carol vient vers elle en lui disant qu'elle peut plus porter les couleurs Kree étant donné qu'elle se bat plus pour eux. Et elle a une fonction qui est assez stylée. En fait, c'est qu'elle peut changer la couleur de son costume en appuyant sur une espèce de bracelet. Et à un moment, elle essaye plusieurs tenues. Donc il y en a une qui est ultra fluorescente qui personnellement me fait penser un peu aux armures de Tron. Et il y a un moment où il y a directement le costume qui prend les couleurs du costume Kree qu'elle porte dans les comics. Et c'est un petit clin d'œil comme ça, mais ça fait toujours plaisir. Bon, c'était vraiment le moment pour les caser. On sent que c'était un peu fait pour ça aussi. Parce qu'elle en essaye plein et à un moment on le voit, on fait bon, d'accord, ok, on a compris. Mais bon, c'est un petit clin d'œil sympa. Honnêtement, j'ai bien apprécié. Yes, il y a un autre clin d'œil aussi qu'on a au tout début du film, c'est quand il rentre dans la base donc du Pegasus, ou c'était Pegasus à l'époque, Ouais. donc la future base du Shield, et qu'on voit Nick Fury et Captain Marvel qui ont une vue d'ensemble, et ça nous fait bien sûr rappeler la scène dans Captain America 2, donc The Winter Soldier, donc on a Steve Rogers et Nick Fury qui sont au-dessus devant les héliporteurs, donc c'est vraiment limite le même plan. Ah oui, exact. J'avais pas fait le rapprochement, ouais. Donc j'ai trouvé cette scène plutôt stylée. Après justement avec Nick Fury encore, on a à la toute fin du film, donc quand il prépare un dossier, donc The Protector Initiative, donc pour défendre le monde, parce que Captain Marvel part à la fin du film, et justement il veut trouver des personnes avec des pouvoirs comme elle, et donc justement c'est ce qu'on a dans The Avengers, et ce projet il appelle The Avengers Initiative, justement on voit une image d'un avion de chasse que Carol pilote, où il y avait justement marqué entre guillemets The Avengers. Et justement, on a la musique de The Avengers qui débarque, et là... Moi, je sais que dans ma salle, il y a beaucoup de gens qui ont été... qui ont commencé à crier. Moi, je t'avoue que j'avais le grand sourire. Hein. Mais là où j'avais le plus grand sourire, et je fais une très belle transition, c'est la scène post-générique. Parce que là, je m'y attendais, mais premier plan, Captain America, j'ai dit ça y est, c'est bon. J'étais trop excité, j'ai levé le poing en mode j'allais me battre avec eux. Et en fait, la scène post-générique, on voit donc le beeper de Fury qui est au milieu d'un genre de système qui lui permet de ne pas perdre de batterie. Du moins, c'est comme ça que j'ai compris, puisque Captain dit qu'ils ont réussi à chanter la batterie pour que le truc tienne éternellement. Sauf qu'à un moment, le beeper s'éteint. Ils sont tous en mode oui, il faut qu'on réussisse à le rallumer. Il y a Black Widow qui se dit oui, on veut savoir qui c'est. Elle se retourne et là, notre Captain Marvel qui est là, qui fait où est Fury. Boum. Rien que ça, et on sait que c'est directement tiré d'Endgame, parce que je pense vraiment pas que ce sera coupé dans le film. Ça me paraît quand même être entre guillemets assez important, parce que ça amène Captain Marvel. Rien que ça, j'étais refait vraiment. J'ai trouvé ça genre juste génial. Et d'ailleurs pour y revenir, parce que Captain a encore sa barbe, donc je pense que ça se passe vraiment très peu de temps après les événements dans le monde, dans la galaxie, etc. Après que Thanos ait fait son snap. Donc elle arrive sur Terre, on va dire dès que la bataille est finie. Mais qu'est-ce qu'ils font après pendant un moment? Parce qu'ils ont quand même pas mal changé. Donc est-ce qu'ils s'entraînent pendant 5 ans? Bah, on sait pas. Ou alors c'est peut-être du Red Herring. Hein. Au final, la barbe de Captain est coupée. C'est juste qu'ils nous le montrent pas dans cette scène post-générique. Ce qu'ils avaient un peu fait avec la scène post-générique d'Ant-Man, qui était directement prise de Civil War, mais tournée d'une autre manière. Donc franchement, je suis saucé de ouf. J'en peux plus. J'ai trop envie qu'on soit le 24 avril dès demain là. Franchement, ça m'a rendu dingue vraiment. Bah, je pense que ça suit déjà parce que sur le genre d'écran, on a un nombre qui défile avec 3 milliards et quelques, donc c'est justement les gens qui sont morts. Et on voit que c'est en direct en fait, que ça augmente en temps réel, donc je pense que c'est vraiment très peu de temps après. Comment ils ont fait pour aller récupérer le beeper à New York et revenir justement, je sais pas trop. Et ça me fait justement rebondir sur le beeper. On sait que Fury nous dit vers la fin du film, appelez-moi, justement Captain Marvel a amélioré le beeper, a dit appelez-moi en cas de grosse urgence. Excusez-moi, mais dans The Avengers et Age of Ultron, c'est un gros cas d'urgence, genre ça règle pas vraiment le problème de pourquoi Captain Marvel est venu, et c'est une incohérence qui a pas été réglée, puisque justement on se disait ils vont nous le dire pourquoi elle a disparu pendant 20-30 ans,
elle est partie dans une autre galaxie quoi. Non, en fait elle est juste partie et Nick Fury s'est pas dit bah tiens je vais appeler, il y a une bombe nucléaire qui arrive sur New York, ce serait peut-être le moment donné. Donc bon, c'est une petite incohérence qu'ils ont pas pu régler parce que le film était prévu depuis très peu de temps. Mais ouais. Et pour terminer du coup cette vidéo critique Marvel, donc Stan Lee qui nous fait son intro, donc Marvel Studios qui nous a fait une intro justement avec, au lieu de mettre des personnages à chaque lettre ou chaque plan, on a justement des plans de Stan Lee donc dans chaque film. Et je trouve que c'est vraiment très touchant et très drôle à la fois parce ça nous fait sourire et d'un autre côté on est assez touché. Avec le petit message derrière, donc thank you Stan Lee. Ça nous fait un peu remémorer tous ces moments qu'on a vécu depuis les premiers films Marvel jusqu'à aujourd'hui et c'est génial. J'en attendais pas moins de Marvel Studios et ils ont vraiment su me faire plaisir. Donc bien joué à eux. Et d'ailleurs son caméo qui est tout aussi drôle puisqu'au final c'est dans la scène où Carol cherche le Skrull dans le métro. Et là Stanley qui lit son journal, il fait je crois qu'il dit faites-moi confiance machin. elle baisse le journal pour le regarder. Et là elle a un petit sourire. Voilà, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur comme on dit. Et bon, ce sera un de ses derniers caméos, ça fait mal, mais bon, il faut l'accepter malheureusement. C'est ça, oui, donc normalement le dernier caméo c'est dans Endgame, donc ça je pense que ça sera encore plus marquant celui-là. Ouais, là c'est peut-être lui qui va tuer Thanos, hein. Ce serait un grand caméo quand même. En bref, je pense qu'on a terminé notre vidéo sur Captain Marvel, donc la critique du film. On n'a pas grand chose à rajouter, je pense. Je sais pas si t'as un truc à rajouter. Alors, si vous n'avez pas encore vu le film et que vous en foutiez des spoilers, allez quand même le voir, même si on vous en a dit pas mal à ce sujet, parce que ça vaut vraiment le coup et il y a peut-être certaines choses qu'on a pu omettre que vous pourrez retrouver à l'écran. Voilà, et pour les autres, ceux qui ont vu le film, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, les points positifs, les points négatifs. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Marvel Reporter, donc sûrement C'est quoi les news. N'hésitez pas à suivre le compte Twitter, donc vous avez le lien dans la description. On y met quelques informations qu'on ne traite pas forcément en vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à la prochaine. Et on se retrouve très très vite, à la prochaine.